Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire 2 pour une série sur les légendes, impostures, crimes et phénomènes étranges. Ah, Paris, la ville lumière, de l'amour, du romantisme. Mais avez-vous déjà pris le temps de gratter un peu cette surface si lisse ? Suivez-moi, ça risque de changer avec Histoire de légendes et frissons. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique des traditions et croyances étranges en commençant par celle d'une boisson peu banale, censée guérir les malades. Pour cela, retournons dans le passé. Au début du XIIe siècle, la Grande Boucherie de Paris avait ses étals sur la rive droite de la Seine, près du Grand Châtelet. Et le quartier fut surnommé l'endroit le plus puant jusqu'au début du XIXe siècle. Mais il y avait d'autres tueries plus privées qui existaient dans la ville, et au détour des rues, on entendait souvent mugir des bêtes assommées, on piétinait même parfois dans le sang qui ruisselait entre les pavés. Pour mettre un terme à cette anarchie, Napoléon Ier décide de faire construire 5 abattoirs dans Paris, mais inutile de les chercher aujourd'hui car aucun ne subsiste. Et puis, en 1847, il y a Louis-Philippe qui autorise la création d'un abattoir à la Villette, qui était une petite commune au nord de Paris à ce moment-là. Et après l'annexion du village par la capitale, l'établissement va s'agrandir et il va être complété par un vaste marché aux bestiaux. Et puis finalement, en 1867, ce lieu prend le nom d'abattoirs généraux de la Villette. Au sein de ces 50 hectares, on retrouvait des étables, des abattoirs bien sûr, et quelque chose de plus inhabituel. Il y avait de petits laboratoires pharmaceutiques qui utilisaient le sang, le foie ou la rate comme des matières premières. Ces abattoirs sont considérés aujourd'hui comme l'un des plus gros scandales sanitaires de notre histoire. Même si le pistolet à air comprimé avait remplacé le merlin pour abattre les bêtes, les pratiques étaient toujours un peu sinistres. Et le journaliste Pierre Belleville écrira d'ailleurs « Égorgées et saignées, les bêtes étaient traînées dans les échaudoirs pour y être dépouillées et vidées ». Il faut imaginer que dans cette ambiance pesante, chaque matin, à la fin du 19e siècle, il y avait des personnes anémiques, manque de fer, qui se rendaient sur ordonnance médicale aux abattoirs pour boire un verre de sang tiré des bêtes égorgées. Et c'est comme ça qu'ils espéraient retrouver de belles couleurs. Mais ce qui se faisait aux abattoirs de la Villette était une pratique que l'on retrouvait déjà dans la Rome antique. Pline l'Ancien écrivait que les malades buvaient le sang des gladiateurs à peine tués pour pouvoir récupérer le souffle de leur vie. Cette tradition romaine était valable aussi dans la Grèce antique où le sang des gladiateurs et celui des vierges étaient préférés. Pendant la Renaissance, ce sont plutôt les jeunes garçons qui étaient recherchés en Europe. Léonard de Vinci était d'ailleurs l'un des plus célèbres praticiens de ce que l'on appelait alors la médecine des cadavres. Il avait un jour déclaré « Nous préservons notre vie avec la mort des autres ». Et en 1679, un apothicaire franciscain inventa même une recette de confiture à l'aide de sang humain. Quand on ne pouvait pas se permettre des recettes d'apothicaire aussi élaborées avec les meilleurs ingrédients, il suffisait de se réunir autour des sites des exécutions et de payer le bourreau pour des tasses de sang encore chauds. Certaines personnes en avaient même profité pour collecter et revendre le sang. Un véritable marché noir s'était développé autour de cette pratique. Aujourd'hui, dans nos sociétés, nous ne sommes plus vraiment censés boire le sang des gens, mais nous continuons d'utiliser des humains pour soigner d'autres humains. Les transfusions de sang ressemblent à ce que nous faisions dans le passé. Sauf qu'au lieu de faire des injections de sang frais, nous utilisons des perfusions intraveineuses. Alors, une petite coupette, ça vous tente ? Pour continuer dans les croyances étranges de manière un peu plus légère, j'aimerais maintenant vous parler d'un outil de communication peu connu. Parmi tous les maires qui se sont succédés à la mairie du 8e arrondissement de Paris, le plus singulier, un peu bizarre, est sûrement celui de l'année 1871. Il s'appelait Jules Alix et c'était un homme politique qui quand même avait été plusieurs fois interné à l'asile de Charenton. Il était l'auteur de plusieurs inventions, il a notamment inventé le doigt prussique anti-viol. Il le proposait aux Parisiennes pendant le siège de 1870 en expliquant que si plusieurs Prussiens s'approchent, tandis qu'en général la femme ne sort de leurs mains que folle ou morte, celle qui a le doigt prussique les pique. Elle reste tranquille et pure avec autour d'elle une couronne de mort. En bref, c'était une sorte de dé à coudre, muni d'une aiguille et d'une petite réserve de cyanure d'hydrogène que l'on appelait aussi acide prussique.
Cette invention, vous l'imaginez, ne trouva que peu de preneuses. Mais le principal titre de gloire de Jules Alix reste quand même la découverte des escargots sympathiques en 1850. Il va clairement subtiliser l'idée à un savant, entre guillemets, un savant des États-Unis qui s'appelle Jacques Toussaint Benoît, et il va s'accaparer cette idée pour la propager en France. Pour ce qui va suivre, je vais vous demander d'avoir l'esprit très ouvert pour comprendre. Donc cette invention, elle consistait à remplacer le télégraphe de l'époque en utilisant des escargots. Pour cela, il fallait 2 escargots, il fallait que ceux-ci aient des rapports sexuels et ainsi ils gardaient en eux par la suite une sorte de connexion à l'autre escargot. Et cette connexion, c'était un fluide identifié à une sorte de magnétisme animal qui pouvait se propager par le sol. Comment communiquer? C'est simple. Enfin, à peu près simple. Chaque personne va récupérer un escargot qui, ensuite, vous pouvez le placer sur une grille comportant un alphabet et ainsi, à distance, vous commencez la communication en déplaçant l'escargot sur une lettre, puis une autre, en sachant qu'au loin, le second escargot, grâce au fluide escargotique, va se déplacer à son tour sur les lettres sélectionnées par le premier escargot. Est-ce que vous avez suivi? J'espère. Bon, c'est un peu étrange. Et c'est évidemment après cette invention que Jules Alix va faire son premier séjour à l'asile de Charenton. Au moins, les escargots de Jules Alix se trouvaient dotés d'une sorte d'aura un peu miraculeuse. Il n'en était malheureusement rien pour un autre type d'animal. On le sait, le chat a mauvaise réputation. Feignant, profiteur, sournois, mais ça date pas d'hier. Et dans la croyance populaire médiévale, on associait d'ailleurs souvent le chat noir à la sorcière. Mais de manière plus large, il y a une date que tous les chats devaient fuir à cette époque-là. Et cette date, c'est la veille de la Saint-Jean. Selon les croyances, les chats se rendaient à un monstrueux sabbat. Pour éviter ça, il y a une tradition barbare qui se développe. Il faut enfermer les chats dans des tonneaux ou des sacs et les mettre à brûler vivants sur le bûcher de la Saint-Jean. Un texte du XVIe siècle atteste cette pratique en mentionnant même que pour plaire au roi, il y eut également un renard dans le lot. Pourquoi pas? Cette cruelle coutume fut suivie à Paris pendant de très nombreuses années et ce n'est qu'en 1604 finalement que le futur Louis XIII obtient la grâce des chats destinés au supplice. Mais les traditions médiévales ne sont pas toutes aussi cruelles, et heureusement d'ailleurs. Par exemple, est-ce que vous connaissez celle du baiser de la truie? Il faut imaginer qu'à l'angle de la rue de la Cossonnerie et de la rue Pierre-Lescot, il y avait à l'époque une maison à l'enseigne de la truie qui file. On voyait sculpter en relief une truie qui était assise, et cette truie elle fait le beau comme un caniche alors que ses petits sont en train de la téter. Cette truie, elle tient d'une patte une quenouille et de l'autre patte un fuseau, et autour de son ventre, on voit une petite ceinture avec des clés et une bourse. Alors la tradition, c'est qu'à la mi-carême, il y a des groupes de jeunes gens qui se réunissaient devant la maison pour boire et chanter, et les participants de cette fête saisissaient un garçon et une jeune fille et les hissaient sur leurs épaules à hauteur de l'enseigne de la truie qui file. Ils devaient alors embrasser le corps de la truie, puis se cracher au visage pour montrer que ce jour-là, seule la truie devait être honorée. Et si par malheur le garçon embrassait la fille ou inversement, les deux étaient déculottés et fouettés devant toute l'assistance. On savait s'amuser quand même. Même si cette tradition populaire a disparu avec les siècles, on trouve toujours encore aujourd'hui de bien étranges croyances. Et il suffit pour ça de se rendre au Père-Lachaise, auprès d'une tombe dont le culte est un peu particulier. C'est celle de Victor Noir. Mais pour mieux comprendre, il faut quand même recontextualiser un petit peu les faits. Le culte originel est plutôt politique. Il faut savoir que Victor Noir, c'est un journaliste d'opposition. Il est tué le 10 janvier 1870 lors d'une altercation avec le prince Pierre Bonaparte, qui est cousin de Napoléon III. Les obsèques de ce journaliste réunissent quand même plus de 100 000 personnes et il devient le symbole de la répression de l'Empire face à la lutte pour la liberté. Dans le courant du XXe siècle, sa tombe acquiert progressivement des connotations et des vertus érotiques. L'œuvre de la tombe, que l'on appelle un gisant, a été réalisée par le sculpteur Dalou et elle est très réaliste. La bouche est ouverte et les mains sont gantées, les vêtements dégrafés, le chapeau à rouler. Et suivant la technique courante à l'époque, Dalou va modeler d'abord la figure nue
avant de l'habiller et il va doter son œuvre d'une virilité bien moulée par le pantalon, on va dire. Ce réalisme anatomique va entraîner certaines personnes superstitieuses à toucher le gisant depuis des années, d'où cette oxydation qui est disparue sur la patine et puis une érosion du bronze sur différentes parties du gisant. Par exemple, on voit le relief du visage, l'impact de la balle, la partie virile et les chaussures. Un folklore veut en effet que les femmes en mal d'enfant touchent le gisant afin d'être rendues fertiles ou que les hommes impuissants en fassent de même pour retrouver leur vigueur. Une statue thaumaturge, un verre de sang pour aller mieux, des animaux au pouvoir surnaturel, nos traditions et croyances populaires sont parfois bien étranges, ne trouvez-vous pas ? La première partie de nos histoires de légendes et frissons se termine. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne Histoire 2 pour retrouver d'autres sujets et thématiques variés. À bientôt!